Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de démontrer que l'humanité dans son ensemble, tout le phénomène humain, la totalité, la globalité de l'humanité, c'est un grand corps qui évolue et qui va vers son ultime perfection, selon moi. Donc, cette ultime perfection, c'est d'abord une perfection technique, puisque la perfection technique, c'est on pourrait dire le cocon dans lequel les hommes, nos descendants, nos petits enfants, viendront expérimenter la plénitude, le degré le plus haut de l'esprit, l'extase en somme, la sérénité, la paix, l'harmonie, voilà, cet état de vie, mais ça sera l'ensemble humain qui vivra cette expérience de paix et d'harmonie. Alors évidemment, le cocon, en somme, c'est l'environnement, on pourrait dire. L'environnement, il faut qu'il ait atteint aussi son ultime perfection. Et donc avoir atteint la paix universelle, la, la fraternité absolue, la fin des frontières, la mise en commun de toutes les choses, le fait que ben voilà, on sera des sortes de les hommes seront des sortes de nomades, ils iront à la rencontre les uns des autres partout où ils arriveront, ils trouveront le gîte, le couvert, voilà, de quoi être bien. Il n'y aura plus besoin réellement de travailler, juste à entretenir l'humanité. Et donc, il n'y aura plus le stress, il n'y aura plus tout ce qu'on est en train tout ce qu'on doit vivre dans cet état de construction. Nous sommes les constructeurs de cet état de perfection. Mais nous ne pouvons pas accéder facilement à cet état d'extase, de béatitude, d'éveil, de samadhi, peu importe comment on l'appelle, de nirvana. Voilà, c'est réservé un peu aux sages et puis à ceux qui vont faire l'expérience comme ça brièvement, comme ça m'est arrivé pendant une semaine au tout début de la mécanique universelle. Donc, mais dans le christianisme, il parle de grâce. Voilà, on est touché par la grâce et on va avoir cette sensation, on va tomber en état d'extase. Ça peut être accidentel, ça peut être, je pense que des philosophes en ont parlé déjà, comme Jean-Jacques Rousseau ou Pascal, voilà, et d'autres ont fait cette expérience-là de manière accidentelle. Et ça a été mon cas. Donc voilà, mais cette paix universelle, il faut évidemment, pour pouvoir vivre dans un état de paix universelle, il faut d'abord que ça soit l'ensemble humain qui y parvienne. Parce que si c'est qu'un petit groupe humain qui y parvenait, par exemple, eh ben, il serait vulnérable parce que dans cet état de, de paix absolue, on n'a plus envie de se battre, on n'a plus de moyens de défense en réalité. Donc s'il y avait encore des groupes humains qui étaient à la porte de ce bonheur, en somme, ben, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc c'est bien l'ensemble humain qui doit arriver dans cet état de paix. Et il faut qu'il n'y ait plus aucun homme qui soit un loup pour l'homme. Voilà. Et ça, voilà, ça va. Il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état-là. Mais nous sommes sur cette route. Nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous étions des primates naturels et où nous nous sommes distingués des autres primates, nos cousins, des chimpanzés, des bonobos, des gorilles, etc. Et qu'on a quitté le royaume de la nature pour rentrer dans le royaume de la culture il y a quelques millions d'années et qu'on a mis en œuvre les progrès techniques, qu'on a développé, les premiers hommes, ils ont développé la position debout, le pouce préhensile, la dextérité, etc. C'est les mêmes qui ont travaillé sans le savoir à l'évolution de l'humanité. Comme aujourd'hui, un chercheur travaille à l'évolution de l'humanité. Voilà, c'était la même chose.
Et donc, ils ont transmis ce potentiel humain aux hommes qui ont développé le langage, qui ont développé la culture, le blé, etc., qui ont l'élevage, tout un tas de choses, et puis plus tard l'écriture, voilà. Enfin, bref, c'est toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, on peut la modéliser parce que on en connaît déjà pas mal, quoi. Hein. Et on en connaîtra de plus en plus jusqu'à comprendre pourquoi nous sommes présents sur cette planète, pourquoi l'humanité est sortie du monde de la nature, quel est notre rôle, etc. Tout ça, nos futurs descendants parviendront à le savoir. Qu'est-ce que c'est ce que nous appelons le divin? Dieu, qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Tout ça, on le saura. Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? On le saura. Etc. De quoi est composée la matière réellement? On le saura, etc. Quelles sont les forces qui tiennent cet univers en équilibre, en expansion, etc. Voilà, tout ça, on le saura. Alors, ça, c'est l'introduction. Elles sont toujours très longues parce que je les rabâche constamment sur toutes les vidéos que je fais, hein, parce qu'en fait, les gens arrivent un peu par accident sur ces vidéos. Donc, il faut resituer la base. Alors, pour ceux qui suivent vraiment un peu régulièrement, ça doit faire un peu rabâchage, mais bon, voilà, c'est optimiste. Donc, on peut l'entendre plusieurs fois, je pense. Je vais lire quelques extraits quelques lignes de cet ouvrage-là que j'ai trouvé dans ma bibliothèque. Alors, pour démontrer, je m'amuse, on pourrait dire, à picorer dans des bouquins, sans les avoir vraiment lus, hein, mais je picore des choses et puis je commente, voilà. Alors, là, c'est le chapitre 3. Je l'ai ouvert tout à l'heure, clac, et je suis tombé sur ce chapitre 3. Donc, je commence à lire. La sadhana, ou la purification de l'individualité. Dieu est en nous, mais nous ne sommes pas en Dieu. Voilà la cause de toutes nos souffrances. Nous ne savons pas que Dieu est au-dedans de nous, et la méditation a pour but de nous en fournir la preuve immédiate. L'extase, c'est ça, c'est être au contact de ce divin. Et on est au contact de ce divin, de ce Dieu, que dans l'état d'extase. Dans l'état ordinaire, comme je suis là, je me crois complètement en dehors de ce monde. Je me crois une réalité, une individualité complètement indépendante de la création, alors que je suis constitué de ce que l'univers fait, en somme. Je suis constitué de la même chose que cet univers. Je suis à l'intérieur du divin qui constitue tout cet univers. Mais je ne le sais pas, parce que là, c'est mon ego qui parle. Je suis au contact de mon ego. Je ne suis pas au contact du divin, je suis au contact de mon ego. Et ça, c'est l'intérêt de la chose. Aussi considérons-nous que la connaissance de Brahman est l'unique connaissance. Voilà, on va arrêter là et on va aller à notre rendez-vous et on va commenter cette petite phrase qui fait partie de ces phrases essentielles. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a écrit ça. C'est Swami Siddeshwarananda. Bon, voilà, de l'ordre de Ramakrishna. Alors, ces sages-là, l'Inde en a été, depuis des millénaires, elle en fait naître chaque année, chaque jour, des centaines, des milliers en fait. Il y en a eu des millions de ces sages qui ont voué leur vie à la recherche justement de cette extase, de cette fusion, de cette fusion avec Brahman.
pour cette religion-là, pour l'hindouisme, ils parlent de Brahman, comme nous, on parle de Dieu, comme le judaïsme parle de Yahvé, comme l'islam parle d'Allah, etc. Voilà. Donc, c'est juste une question de termes, mais on parle tous de la même chose. C'est pour ça que c'est pas un groupe humain qui va atteindre l'extase tout seul, la sagesse, qui va... Voilà, c'est pas... c'est bien l'ensemble humain qui l'atteindra. Donc, ces sages-là, c'est pas des rigolos, hein, c'est pas des types qui ont voué leur existence, parce qu'il faut le faire quand même. Accepter de donner complètement toute sa vie à la quête de du plus haut degré de la spiritualité. C'est-à-dire écarter de soi tout ce qui fait les petits bonheurs de l'humain, quoi, les petits plaisirs de l'humain. Avoir du pouvoir, la séduction, la sexualité, la bonne bouffe, je sais pas, enfin tous ces plaisirs dont là le marché depuis la fin des années hippies, hein, depuis les années marchandes là, ben ils nous gavent de ce genre de choses en nous disant c'est ça, la vraie vie c'est de se faire des bons petits repas, d'avoir les papilles gustatives très bien développées, d'être un jouisseur, voilà, etc. D'avoir du pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir une belle Rolex, d'avoir une belle voiture, etc., etc. Et en réalité, tout ça, ce sont des barrages pour atteindre cet état. Mais ça fait partie du principe, c'est la carotte qui fait que on construit l'humanité. Là, ben, je suis en activité, je vais travailler là, parce que ça correspond à mon travail, ce que je suis en train de faire. Je vais là-bas et progressivement, ben, j'apporte ma petite pierre comme n'importe qui, celui qui fauche les blés là, qui entretient les animaux, qui coupe le bois pour qu'on se chauffe, qui répare les routes, etc., qui vend, qui remonte, là on passe chez le charpentier qui refait les toitures, là-bas ils vendent du matériel pour la construction, etc., etc. Voilà. Pour que nous fassions notre boulot, qu'on construise cet état de perfection, parce qu'en fait, à travers ça, on construit la perfection, eh bien, la récompense qu'on a, elle se fait sous la forme de ces petits plaisirs. Voilà, le charpentier, il est content de rentrer, de dire à son épouse, regarde, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai gagné tant de trucs, elle se pend à son cou, elle lui a préparé un petit plat, ou inversement, hein, parce que c'est pas, voilà, là, c'est parce que c'est un charpentier, c'est pas sa femme qui travaille. Si c'était sa femme, je raconterais l'histoire de l'autre côté, ou son copain, j'en sais rien. Voilà, on est dans un monde ouvert maintenant. Donc, eh bien, ces petits plaisirs, il sait qu'il a ses récompenses, et en même temps, ben, il entretient ce monde. Il fait que les toitures ici, tout s'entretient, que les routes sont entretenues, etc., etc. Donc, tout ça, pour nous récompenser de ça, eh bien, on a droit à ces petits bonheurs, à ces petits plaisirs, à ces petites jouissances. Mais c'est incompatible avec l'état d'extase. Quand on est, voilà, là je suis dans un moment où mon esprit est projeté vers l'endroit où je vais. Je dois aller acheter des choses. Donc, mon esprit est dans cette optique. Et donc, il profite pas du moment. Si j'étais en état d'extase, je serais
mon esprit ne serait pas préoccupé sur ce qui doit arriver. Je serais dans un état de zénitude absolue. Je profiterai de ce rayon de soleil. Ça fait une semaine qu'on n'a que de la pluie. Ce matin, il a neigé. Voilà, il fait froid, tandis que là, je serai dans un état de sérénité, je respirerai l'air de ces sapins. Là, je marcherai à travers les bois pour respirer l'air, pour enserrer les arbres, être dans cet état-là. Voilà, je serai dans un présent absolu. Mais je ne pourrai pas construire. Ça, c'est valable pour nos descendants, pour nos enfants, ceux pour lesquels nous construisons cette perfection. Bien sûr, elle n'a pas l'air d'être... Ça ressemble pas à de la perfection. Hein. Ça ressemble à quelque chose qui... Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, c'est bon. Ça ressemble à quelque chose qui est perfectible. Parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible, jusqu'au moment où on atteindra cette ultime perfection où il n'y aura plus rien à construire, on aura tout fini, on aura organisé, on le voit bien, là on fait des chemins à travers toute l'Europe par exemple, ça sera répandu dans le monde entier, on fait des chemins, des voies vertes pour se balader à travers la campagne, il n'y a pas de voiture, et à pied, à vélo, on peut traverser toute la France, on peut aller en Europe, etc. Mais ça, dans 200 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, le monde entier sera constellé de cela. Dans 100 ans, il n'y aura plus de voitures, ou dans 200 ans, il n'y aura plus de voitures à pétrole, on ne se déplacera plus de la même manière, etc., etc. Donc, on va vers cet état de perfection. Et la perfection, ce n'est pas un état d'hyper-technicité, d'hyper-technologie. Tout ça, c'est juste le moyen de construire l'humanité. Mais la perfection, c'est la simplicité. Mais une simplicité complètement organisée qui fait qu'il n'y a plus de danger, que l'homme est sur une planète où il n'y a plus de danger. Il a réussi à s'exonérer de tous les dangers. On y arrivera à s'exonérer de tous les dangers. Et même les dangers qui nous paraissent les plus compliqués là actuellement, un tsunami, on ne sait pas quand est-ce que ça vient, comment ça vient, etc. Mais tout sera géré justement à ce niveau-là. On aura trouvé les solutions pour être absolument protégés. Les maisons seront antisismiques, je ne sais pas, on sera dans un autre modèle de monde et dont on ignore tout. On ne peut pas présumer, parce que je parle d'un temps qui mettra à peu près, je ne sais pas, mais au minimum 3, 4, 5 siècles. Donc dans 5 siècles, c'est impossible de savoir à quoi ressemblera l'humanité, pas plus que pour nous, il y a 4 siècles en arrière, ou il y a 5 siècles, c'était 1500. 1500, c'est la fin du Moyen-Âge, le début, la Renaissance. Il n'y avait même pas encore les premiers ballons, les hommes s'étaient même pas élevés de terre. C'est les premiers qui se sont élevés, c'est les frères Montgolfier, peut-être d'autres, mais bon, qui habitent à côté d'ailleurs. Le village, il est pas très loin, ça s'appelle Annonay, et si vous allez voir le musée, il est très très intéressant. Voilà. Bon, donc les hommes, là c'était il y a 400 ans, quelque chose comme ça, même peut-être après. Bon, bref. Il y a 500 ans, ils ne pouvaient jamais, les hommes d'il y a 500 ans, sous Louis XIV, après même sous Louis XVI, jamais ils auraient pu imaginer qu'on partirait en avion à l'autre bout du monde, qu'on se téléphonerait
voilà, que je ferai des films avec un téléphone portable. C'est impossible. Que j'aurai des lunettes sans aucun problème. Voilà, que je sais pas moi, que si j'ai un problème de d'appendicite, il m'opère comme ça, même maintenant sans rentrer dans mon corps quasiment. Donc tout ça, ça va trop, c'est beaucoup trop loin. Surtout que maintenant, en plus, on est en expansion de progrès. Le progrès, il est encore beaucoup plus accéléré puisque nous sommes beaucoup plus nombreux à chercher d'abord et puis beaucoup plus nombreux à vivre qu'à l'époque qu'au 15e siècle, au 16e siècle. Le nombre d'habitants a été multiplié sur la planète par, je ne sais pas moi, peut-être 100. Non seulement ça, mais en plus, le nombre de personnes qui peuvent être instruites et peuvent chercher, c'est considérable. Là, des gens qui cherchent pour, je ne sais pas moi, n'importe quoi, qui cherchent en mathématiques ou en aéro ou des énergies renouvelables, mais ils sont des millions là. Il y a des millions d'êtres humains qui cherchent. C'est hallucinant. Le nombre de personnes qui est en train de chercher pour faire progresser l'humanité par rapport au 15e siècle, c'est inouï. C'est pour ça que, évidemment, l'humanité, l'Occident a une grande part de responsabilité, même à cette époque-là où il est parti conquérir d'autres terres, à instaurer l'esclavage, à instaurer plus tard la colonisation. Tout ça, l'Occident devra s'excuser, devra rembourser, devra payer les conséquences de ça. C'est légitime, c'est normal. C'est comme ça que ça marche dans notre évolution. Donc, quand l'Occident il est en train de perdre son hégémonie, quand il ne sera pas le vainqueur, qui ne fera pas la loi du vainqueur, quand ça sera une loi universelle, eh ben, il devra s'expliquer. Mais en même temps, on peut comprendre qu'il sera aussi remercié parce que d'un autre côté, eh ben, il a développé à fond le progrès, il a développé pendant que d'autres cultures s'intéressaient à autre chose, faisaient perdurer, faisaient progresser la spiritualité, préserver des valeurs essentielles. Eh ben, l'Occident est parti dans un truc de progrès technologique inouï. Et bien ça, il faudra aussi remercier l'Occident de nous avoir mis les pieds à l'étrier là-dessus pour qu'on puisse finaliser cette humanité sans laquelle, sans ces progrès techniques, on ne pourrait pas aller vers cet état de perfection aussi rapidement. Et on n'y arriverait même pas d'ailleurs. Parce que là, par exemple, l'IA, elle va pouvoir modéliser tout le système de l'évolution humaine et pouvoir dire aux hommes, eh ben voilà, donc nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, on est arrivé à ce point-là, on a modélisé tous les progrès de l'humanité, et si on prolonge ça dans le futur, ben on atteint un état de perfection qui ressemble à ça et ça. Donc voilà, on peut confirmer que l'humanité va vers son ultime perfection. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette petite vidéo. Alors, je vais arrêter là. Je vais vous proposer si vous voulez soutenir l'espace, de mettre des avis, des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, de mettre des commentaires. C'est important, les commentaires apparemment, pour la visibilité. Et puis voilà. Et puis
n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter directement par les commentaires ou je pense qu'il y a un espace pour pouvoir m'envoyer des messages. Si jamais vous ne trouvez pas ces espaces-là, s'il n'y en a pas, signalez-le moi que je puisse faire intervenir quelqu'un. Alors, je vais faire une petite cagnotte pour entretenir le site. Voilà. Donc, c'est un jeune gars qui s'intéresse à la mécanique universelle, qui est venu me proposer de faire évoluer un petit peu l'espace, etc. Et donc, en même temps, de faire peut-être une petite cagnotte juste pour avoir une sorte de webmaster, voilà, qui peut développer le site, s'occuper de ce dont je suis incapable de m'occuper en réalité. Voilà, alors je ne sais pas sous quelle forme ça se fera. Ça sera pas, il n'y aura rien d'obligatoire normalement. Mais voilà, je parle de ça. Je vous remercie en tout cas de votre bienveillance, de votre écoute, de savoir que vous êtes là. Rien que le fait de, je le sais, je ressens votre présence, je ressens votre intérêt, je ressens votre bienveillance et c'est le carburant dont je me sers pour travailler correctement. Voilà les amis, à très bientôt.